Je revenais par là. J'allais me coucher. Encore une sortie pour rien, ou presque. En moi, quelque chose est déçu. Comme si je ne parvenais pas à entrer en relation avec quiconque, comme je l'entends. Je suis devenu misanthrope. Aigri, peut-être. En tout cas, j'étais déçu, fatigué. Il m'a semblé que je n'allais plus aller à la rencontre. Je me serais là, enterré dans le loft. J'aurais lu. J'aurais regardé des films. J'attendais quoi? Rien. Il y a des jours où la suite n'intéresse plus. De moi-même, je ne parvenais pas à embellir une relation, une histoire. Tout ce que j'ai touché me semblait anodin ou dérisoire, de ces mots qu'on emploie pour dire que je n'ai plus d'idéal. Je laissais aller. J'ai regardé le loft, toujours insensible à mon égard. J'y avais amené un tapis. J'aurais pu m'étendre par terre. Je ne l'ai pas fait. Je rôdais. Je vais comme souvent du côté des vitres. J'ai la sensation d'être dans un aquarium, dans un lieu d'expérimentation. On va voir jusqu'où je pourrais résister à la pression ambiante. Je m'enfonçais. J'ai toujours la sensation qu'au dehors, il fait jour. Parfois, il y a du soleil qui brillait, qui éclatait dans une luminosité invraisemblable. Mais ici, à l'intérieur, tout est filtré. Jamais la lumière ne vient directement de l'astre solaire. Il y a les tours, les grands arbres. Je me serais dit parfois que j'étais comme dans une cour intérieure, ou comme dans un entonnoir, une espèce de fosse, avec du clair-obscur. C'est grisâtre. Les objets ne parviennent pas à prendre un certain relief. Je confondais mes clés avec un paquet de biscuits, une chaise avec un fauteuil, mon mouchoir avec un foulard. J'ai cherché l'ordinateur, je ne le trouvais pas. J'ai mis la main à la poche. J'avais encore mon téléphone portable. S'il m'avait manqué, j'aurais eu la sensation qu'on m'avait coupé les jambes, que j'étais comme en haute mer, seul, en dérive, et il n'y avait aucun appel au secours possible. Ce sont des moments de détresse absolue. Je connais bien ce genre d'aventure. J'ai passé des heures, des jours. La moindre sortie au dehors m'apparaît comme une expédition vaine. Je restais là. J'avais décidé d'arrêter de fumer. Personne ne me vient à l'idée. Ma mère est loin. Mon père aussi. Je n'ai aucun souvenir de la veille. À peine sais-je qu'on est à la mi-juin. Et mon effort pour imaginer la lumière qu'il y a sur le rivage
quand je clignotais des yeux, ébloui, respirant intensément, avec une sensation de délivrance, me paraît inutile. Je resterai là. Je vais poursuivre la lecture de ce livre à propos de Brad Pitt. Ça n'a rien à voir avec un roman. C'est une biographie pour ce qui est de ses premières années de star. De 25 à 35 ans. Il enchaîne les films, les séries télévisées. Il est même venu en Europe déjà une fois pour la promotion d'une réalisation. Le succès suit son cours. Tu serais là, Brad. Tu m'aurais encouragé. Ou consolé. Tu serais génial avec moi. Tu m'invites à Los Angeles? Brad est un gars comme je les adore. Simple. Direct. La seule chose qui nous différencie vraiment, c'est qu'il aime les femmes. Et moi principalement les hommes. Cela empêche-t-il que nous soyons amis? Non. Brad est au-dessus de tout soupçon. Il est d'esprit très ouvert. J'ai quelques désirs d'avoir Brad dans mon lit. Oui, sans doute. Je lui en ai parlé. Il m'a dit qu'il réfléchirait. Il ne savait pas. Dans sa province natale, il a eu déjà quelques expériences avec des étudiants de son âge, mais rien de décisif. Il s'était aperçu vite qu'il ne recherchait pas les hommes pour l'amour ou pour les plaisirs du sexe. La femme lui paraît géniale. C'est normal. Brad ne rencontre que des actrices jeunes et magnifiques. Il aime le glamour. Il apprécie qu'on le voie avec de sublimes actrices. Je serais incapable de donner tous les prénoms de celles qui ont succombé soudainement à son charme, ou que lui-même a entrepris avec succès de séduire, alors qu'elles avaient donné l'impression d'être insensibles à ce jeune gars. Brad me dit qu'il aura des enfants un jour, ce qui constitue une seconde différence majeure avec moi. Je n'aurai pas d'enfants. Jamais de ma propre volonté. C'est décidé. Depuis toujours. À 11 ans, je sais déjà que je n'aurai pas d'enfant. Je ne suis pas stérile. Je suis conscient. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous sommes quelques-uns à le penser. Mais ça ne donne rien parce que la majorité des êtres humains croient au contraire qu'elle est faite pour ça, pour avoir des enfants. Je les laisse agir. Parfois, je les méprise ou je me moque d'eux. Je n'entre pas en discussion à ce sujet. Brad me regarde. Il a compris que je suis résolu. Teigneux même. Je ne vais pas me mettre à insulter le monde, mais les parents me paraissent des êtres, le père et la mère, repoussants. C'est le mot que j'ai employé. Je ressens une allergie à l'égard de tous ceux qui croient qu'ils font le bien, qu'ils sont dans une norme satisfaisante parce qu'ils engendrent. Voilà un mot encore que je hais. Brad aura des enfants, c'est sûr, parce que c'est un bon gars. Il n'y a rien à lui reprocher. Il est gentil, généreux, enthousiaste. Bien sûr, dans la vie privée, il a quelques défauts comme tout le monde. Vu de près, Brad est méticuleux. Il a la phobie du désordre. Il aime que ça brille. Que ce soit clinquant même. Il s'achète de nombreuses voitures. Il n'aime pas que ses chaussures soient sales. Il est même non pas mythomane,
mais expéditif dans ses prétentions. Il s'imagine sans doute qu'il est le meilleur acteur du monde. De là, certains caprices qu'il s'est permis. Des infidélités, des boutades qui blessent. Ses compagnes parlent de lui comme d'un être délicat et fin. Mais nombre de journalistes rapportent des scènes où il a été ordurier. Manifestement injuste et de mauvaise foi. Brad est capable d'humilier en public sa compagne. Ou de la laisser. Pour rien. Pour montrer qu'il peut tout se permettre. Il est nettement impossible avec lui, Brad, de saisir les moments où il est vrai, dans la vraie vie, et les moments où il joue, où il est l'acteur, le personnage. Brad est ludique. C'est un défaut. C'est une qualité. Du moins a-t-il la chance de pouvoir tout se permettre. Il peut refuser de jouer, il peut dire qu'il répète un rôle, ou qu'il se prépare à changer d'identité. Il a modifié son look 1000 fois, toujours séduisant, beau, irrésistible, comme moi. Dans la détresse, je suis beau, comme dans le bonheur ou la jouissance. Brad m'a fait remarquer que nous deux pourrions jouer ensemble dans le prochain film. Qui suis-je ? Lui dis-je. Ton copain ? Ton ennemi ? Ton amant ? Ton livreur de pizza ? Ce que tu veux, m'a dit Brad. Je vais en parler au scénariste. Il te fait des propositions. Je me voyais déjà l'ami de Brad. Un malheur nous arrivait. Quel malheur ? A-t-il dit. Tu es pessimiste. Tu ne veux pas de happy end ? Non, je n'aime pas ça, dis-je. D'ailleurs, je n'aime pas le mot end. À un moment, cela s'arrête. Pourquoi ? À cause de l'usure, ai-je dit. Et je ne voyais pas d'autre explication. Tout bouge, tout change. Rien n'est définitif. Il n'y a pas de fin définitive. Tu meurs, peut-être, a-t-il dit. Ou moi. Ou bien nous sommes séparés. Ou bien nous continuons à nous voir, dit Brad. Mais nous ne sommes plus amis. C'est bien possible, ai-je dit. Et je le regardais. Tout cela se passait dans un hôtel, peut-être même à Paris. Ou bien au festival du film américain, à Deauville. Brad était impatient. Tu attends quelqu'un ? lui ai-je dit. Oui, une actrice, dit-il, qui veut jouer avec moi. Je te la présente ? Oui, bien sûr. Quand ? Brad est un être surbooké. Il est entouré de coachs, de photographes, d'impresarios. Parfois je l'aperçois. Ce n'est pas qu'il m'ait oublié, mais on l'a appelé. Il lui faut signer des autographes. Il essaie des costumes. Il regarde des rushs de films qu'on est en train de monter. Tu es mon ami, lui dis-je. Je sais qu'il a des tas d'amis comme moi. Et j'étais retombé dans le silence. Le mutisme. Je vais voir du côté de la chambre.
ou bien je vais vers le coin cuisine. Je me dirige à nouveau vers les vitres, comme attiré par le jour. Je vois les tilleuls en fleurs. Plus loin, l'enseigne de Géant Casino en lettres rouges illuminées. Nous étions un vendredi. J'avais prévu quoi pour le week-end? Rien. En ville, tout est fermé le dimanche. Sauf le sauna et le cinéma. Je pouvais donner rendez-vous au sauna. À qui? À Cram, peut-être, y serait. Comment savoir? Je l'appelle. Que fais-tu ce week-end? Tu es seul? Akram est un ami de François Arléa. C'est un bisexuel. Il a une compagne et 2 enfants puisque le dernier-né est venu au monde il y a à peine un mois. Et je n'ai pas revu Akram depuis cette naissance. Je n'ai pas de nouvelles. Ou bien je ne le reverrai jamais. C'est un arabe. Il est toujours resté mystérieux pour moi. Venait-il du Yémen ou de l'Arabie Saoudite? Je l'avais rencontré au sauna. Je ne connais pas sa femme, même s'il a voulu m'entraîner avec elle dans des soirées alcoolisées. J'avais refusé. Pourquoi? Il ne m'a jamais dit si elle était jolie et très jeune. Aucune photo d'elle. J'ai des photos d'Akram. Je pourrais te les montrer un jour. Il est brun. Il a le cul velu. Il m'arriva de le sodomiser 2 ou 3 fois. Il avait recherché cette expérience. Je ne sais exactement de quoi il vivait. Son père était riche. Les parents de sa femme étaient riches. Il avait commercialisé diverses marchandises. Quand je l'ai connu, il me disait travailler dans l'immobilier. Mais Akram raconte, palabre, on se doit de faire le tri. Ce que j'aime chez lui, c'est l'espèce de sensualité qu'il déploie. Il est très viril et peut être femelle. J'ai ainsi des amis dont je n'aime pas parler. Cela me fait de la peine. Ils sont loin. On s'est perdu de vue. Ce que j'adorais chez Akram, c'était son ambiguïté même. Il recherchait les hommes. Il ne l'avouait à personne. Bien sûr, la première sodomie qu'il a subie lui avait fait mal. Il m'avait téléphoné quelques heures après, me demande ce qu'il doit faire. Attendre. Les brûlures passeront. Je n'allais pas me déplacer. Et quand Akram est en difficulté, il avait voulu prendre l'habitude de me solliciter. Paie-moi des médicaments. J'ai besoin de changer les batteries de ma voiture. Tu peux me trouver un téléviseur? Hier en ville, les barman ou des gars spécialisés dans les services installaient des écrans de télévision sur les terrasses pour la transmission des matchs de football de la Coupe du Monde. Je ne voudrais pas être désobligeant, mais cette passion pour le football m'indiffère. Je la trouve relatée, inutile. J'ai rarement vibré devant un ballon. Je reconnais que la plupart des footballeurs sont de beaux gosses, affectés d'un certain talent, mais le sport est une activité musculaire malgré tout. J'aurais pu jouer un footballeur dans un film. Pourquoi pas? Même si cela nécessite un certain entraînement. Je n'ai pas de ballon chez moi. Il n'y a pas de filet sur le terrain d'en face. Parfois, je reste là bloqué. François Arléa ne bouge plus, les mains dans les poches. Et je n'ai aucune idée qui vienne, aucune image. Ou bien c'est la profusion d'idées ou d'images qui me gêne. Je ne sais pas choisir. Tout déferle à une vitesse incommensurable, comme si tout ce qui se présentait
ne parvenait jamais à me capter longuement. Le football, reprendre un peu la peinture, m'isoler dans le ménage, me coucher. J'étais là, étendu sur le sol hier soir déjà, et j'attendais qu'il fasse nuit. En moi, c'est le néant. Une douleur. Il m'a semblé que j'avais tout tenté déjà. Je ne voyais pas la lune. Dans l'immeuble d'en face, rien n'a bougé. Aucune lueur ne vient. Aucun indice d'une vie. Je suis dans un champ de ruines. J'attendais le sommeil. J'étais nu. Je me caressais. Je me suis branlé, mais je n'ai pas éjaculé. Je me suis endormi avant. J'aime encore la propreté. Mais il m'arrive d'imaginer que, dans la détresse, des gens ont laissé tout pourrir dans leur appartement, dans leur âme, sur la peau. On avait parlé de personnes découvertes 3 mois après ou 6 mois après dans des conditions d'hygiène époustouflantes. Le cadavre était entouré d'ordures, d'épluchures, de merde, de boîtes de conserve. On procédait à l'autopsie, mais il n'y avait de doute pour personne. Cette jeune maman était morte de faim avec ses enfants. Cet homme s'était taillé les veines avec un cutter. Une vieille dame avait mis le feu à ses vêtements. On la voyait carbonisée dans son garage métallique. Personne ne s'était rendu compte de sa disparition. Un vieil homme s'était caché sous un tas de vêtements, mort de froid. On en voit qui se sont pendus. D'autres se jettent dans le fleuve. Brad m'a dit « Tu as l'imagination morbide. » Toi non. La mort. Diverses formes de souffrance. Le crime. J'ai dit à Brad « Je dois choisir. Ou bien je suis la victime, ou bien le criminel. Mais j'ai besoin d'un personnage décisif, du côté du mal. » Brad me regardait. Il fumait un cigare. Il m'en avait offert un. Je sais que j'ai saisi le cigare avec délicatesse, lui disant « Je le garderai en souvenir de toi. Je le mets là. » Il y est encore. J'ai observé le cigare sur la tablette. J'aurais pu regarder un film. Hier aussi, je n'arrivais pas à me décider. Quand je tente de me souvenir de faits anodins ou importants qui ont parsemé ma journée de la veille, je vois ce tapis que je remonte de l'une des caves d'en bas. J'imagine encore les passagers du tram qui circulaient avec moi. La plupart semblaient fatigués ou mornes. Des jeunes se sont disputés. Je ne sais pourquoi. Une femme m'a regardé. Mais dans mon souvenir, comment est-elle? Elle a 30 ans environ. D'évidence, elle se rend à son travail. Elle est légèrement maquillée. Elle consulte assidûment l'écran de son téléphone. Peut-être pour lire des messages qu'on lui a laissés durant la nuit. Elle avait vu que je l'observais. Elle me détaille. Je sais qu'elle a pensé que j'étais mignon ou beau, peu importe. Est-elle mariée? Elle aime les hommes? Comment? Elle en change souvent? Ce qui me plaisait,
c'est qu'elle m'a paru célibataire. À quoi je le devinais? À son air d'indépendance, à sa résolution, à ce goût qu'elle avait pour la beauté choisie des vêtements. Puis elle lisait un livre. Je me penchai discrètement, comme si la rame du métro avait légèrement obliqué dans un tournant, et j'aurais été discrètement poussé vers elle. Je sais que c'est un texte en français. J'ai repéré Mistral, violent. Ses ongles étaient peints, elle portait des bagues. Sa peau était fine et très blanche aux poignets. Un parfum de seringa est venu jusqu'à moi, et je restais là, penché, comme si j'avais trouvé ma place. Mon confort. Elle ne semblait pas gênée, comme si elle trouvait normal que nous trouvant plusieurs voyageurs dans le wagon, debout dans cette allée, moi je sois resserré et appuyé contre le dossier de son siège. Et à un moment, j'ai eu envie de lui parler. Mais pour dire, pour exprimer quelque chose de gentil. Un compliment. Un message tendre. Elle avait mon âge. Et soudain, je me suis pris à rêver. J'allais l'aborder dès que nous serions descendus du tram, ou même avant. Et j'allais lui dire... Je cherchais mes mots. Le message de mon cœur. J'étais penché, elle lisait, et je lui disais, c'est un bien beau livre que vous lisez. Pourquoi? M'a-t-elle dit. Parce que je vous vois attentive. Je sais que vous m'observez, m'a-t-elle dit. Je vous plais? Et là, je devais répondre aussitôt, vivement, sur le coup, soudain, sans attendre. Et j'ai dit oui. Je vous plais, m'a-t-elle fait remarquer. Pourquoi? Vous aimez lire? Et je lui ai répondu que les femmes comme elle, qui lisaient dans le tram et qui me parlaient à moi, m'inspiraient confiance. J'étais plein d'admiration pour elle. Elle me surprenait. Elle me convenait. Nous sommes descendus du tram. Je ne la vois plus. Je la cherche. En fait, je ne sais pas à qui donner. J'ai une personnalité, des affects en moi, et je ne sais pas avec qui les vivre. C'est pour cela que j'avais pensé au théâtre principalement. Sur scène, on a en général un partenaire ou des partenaires. On forme une humanité qui discute ensemble, échange des sentiments. J'aurais en face de moi quelqu'un en direct. Je sentirais qu'il frémit, qu'il va se moucher. Et puis nous aurions entre nous une situation dramatique. Je l'aime, il ne m'aime pas. Où nous parlons tous deux justement de cette femme que j'ai rencontrée dans le tram. Brad me dit « Tu en es amoureux. Elle est belle. » Et je suis là. J'ai hésité. Je revois le visage de la voyageuse. Il me paraît blanc. Non pas livide, mais de peau satinée et blanche. Elle est française, me demande Brad. Ou bien italienne, norvégienne? Tu es devenu amoureux d'une voyageuse? Non, elle est française. Elle habite dans la même ville que moi. À Montpellier, me dit Brad. Là où nous sommes en ce moment. Et Brad avait ce geste évasif de montrer aux alentours avec son bras droit étendu les parages, les environs. Et à ce moment, en moi, un doute s'est installé. Parce que je ne sais plus où nous sommes, s'il s'agit du quai de la gare,
ou de la place de l'Esplanade? Ou bien sommes-nous ici même, dans le loft? Et si le lieu paraît vide pour moi, esselé, c'est que je sais que Brad va partir. Et je m'entends répondre: Brad, cette fille n'est pas grand-chose pour moi. C'est une des 1001 aventures qui m'arrivent dans la journée. Je sais, dit Brad. Mais cette fille revient à plusieurs reprises dans les conversations. C'est donc un problème se pose. Un problème. Tu voudrais coucher avec une fille. Et de quel âge? Parfois, tu parles de la voyageuse, parfois d'une lycéenne, parfois de cette silhouette que tu aperçois dans les bois, sur tes aquarelles. Le féminin apparaît sous diverses formes. Qui, précisément? Aucune, ai-je dit. Je suis en attente. Je ne parviens pas à me décider. Brad, parfois, ne disait plus rien, mais je savais qu'il était compatissant à mon égard. Il me voyait embarrassé. Son tempérament, sa fougue, son esprit de décision, cette impétuosité qui le caractérise, tranchait avec mes hésitations. Il me savait pusillanime, et il aurait souhaité m'aider, puis il a fait la remarque suivante. C'est à moi de t'en présenter une. Viens ce soir au bar. Je te présente Nina. Sur scène, je m'y étais vu. J'aurais aimé. Dès mon adolescence, et même avant, j'ai eu des expériences scéniques. Je jouais un ange, une fille, un marquis. D'autres personnages que j'ai interprétés me situaient comme jeune étudiant ou jeune bourgeois, voyageur. Mais ce furent des expériences éphémères. Quand j'ai suivi des cours de théâtre, peut-être n'étais-je pas assez ambitieux. Mon talent n'éclatait pas. Je sentais moi-même que je ne parvenais pas à aisément me lâcher. Pourquoi? Je l'ignore finalement. Je ne sais plus. Je reste là sur mon siège. Brad s'est servi un apéritif. Il réfléchit à mon cas. Il me ressent comme un être plutôt difficile à vivre. Dans cette scène, je parais noué. Il peut s'attarder pour me faire parler, ou pour me parler de lui. Puis il dit: nous nous reverrons. Je sais que tu vas t'en sortir. Et il part. C'est lugubre. Mon meilleur ami me délaisse. Comme si tous avaient renoncé à m'être utiles. Comment vais-je retrouver la voyageuse du tram? Dès demain, je me présente à la station, je monte. Elle est là. Toujours à cette même heure, elle se rend à son travail. Elle lit toujours ce même livre. Ou un autre. Elle m'a observé. Elle m'a reconnu. Elle sait déjà que je vais me pencher sur elle à l'occasion de ce tournant dans la voie qui bascule les voitures du tram vers la gauche. Porte-t-elle cette robe bleue à petits pois blancs, légère, à courtes manches? Ou ce pull noir à col montant et aux manches longues? Parce qu'il fait froid soudain. Des jours de juin sont sans soleil, la pluie menace, un vent frisquet parcourt les rues et avenues de la ville. Elle lisait, j'ignorais où elle allait descendre. Parfois j'imaginais qu'elle se rendait ainsi 5 jours par semaine jusqu'au quartier Odysseum. Il y avait beaucoup de commerces là-bas, des restaurants, des bureaux aussi. J'avais appris qu'elle lisait un roman. J'en ignorais le titre. Parfois elle sortait de son sac un bonbon dont elle dépliait joliment le papier.
et elle le glissait dans sa bouche. Je voyais le mouvement de ses lèvres. Elle l'avait sans doute déposé sur sa langue. Et elle savourait la sucrerie. C'était peut-être un énergétique, un stimulant, un fortifiant. Elle parut toujours très calme. Ce parcours tous les jours le matin lui semblait nécessaire et agréable. Le soir aussi, quand elle était de retour, j'aurais pu intervenir. Mais j'ignorais à quelle heure exactement elle reprenait le tram, à la station Odysseum précisément. En moi, j'imagine, il n'y avait pas suffisamment d'allant ou de curiosité pour la suivre assidûment. Peut-être le hasard de nos rencontres en faisait aussi le charme. Elle serait là, elle ne serait pas là. Je la découvrais, je ne l'avais pas vue. Le livre à propos de Brad n'est pas un chef-d'œuvre. D'ici peu, je l'aurai terminé, je l'oublierai vite. Parfois, je ressens à l'estomac comme un trouble, un nœud. Ce sont des symptômes qui alertaient. La vie que je mène n'est pas saine. Mon corps se rebelle peut-être contre les tensions que je lui fais subir. Je partais à vélo. J'allais jusqu'aux plages. Voilà ce que j'aurais dû faire. Me déterminer, descendre, regonfler les pneus et partir. Oublier. Découvrir à nouveau le sable, la mer, des zones où je retrouverais une sensation de liberté ou de délivrance. Le sport n'est pas la passion de ma vie. Dommage. Je n'ai pas suffisamment cultivé mon corps, je l'ai négligé. Parfois je ne me reconnais pas. Je perds des forces. Je devais me secouer. Quand j'ai regardé cette photo sur mon téléphone portable, quand je la regarde, je me reconnais bien. J'ai de l'émotion. C'est donc moi là, comme je me sens aujourd'hui. J'étais rêveur, un ardent rêveur. Je parais triste, comme si je demandais à quelqu'un de porter attention à moi, comme si je demandais de l'affection. Et je reste là avec ma main gauche dans mes cheveux, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu relever une mèche qui était sur le front, j'ai voulu tirer mes cheveux en arrière en plaquant ma main dessus, comme si je voulais dégager mon front. Je tiens à ce qu'on voie mon beau visage. Dans mes yeux, il y a presque des pleurs qui s'annonçaient. Comme si j'étais au bord du désespoir. Et je sais que je suis séduisant ainsi, que je peux plaire. Mais tout se passe comme si personne ne m'aimait ou ne me considérait, comme si j'étais négligé, mal aimé, rejeté. Et qu'ai-je fait? Pourquoi suis-je seul? Je portais la barbe bien soignée. Je ne me souviens pas, à l'époque, si j'allais chez un coiffeur pour me faire tailler la barbe, ou si je m'en occupais moi-même. J'étais mince, velu. Je m'aime malgré tout. Si je me penche vers toi et que je regarde tes yeux, je vois une détresse possible déjà. Un malheur.
Qu'est-ce qui te manque? Tu voudrais donner quelque chose? Tu voudrais être essentiel pour quelqu'un? Pour quelques-uns? Un public? Un entourage? Une famille? Un clan? Quand le téléphone portable s'éteint, je n'ai pas pu m'empêcher de poser le bout du doigt sur l'écran pour allumer l'appareil. Pour te revoir. Pour t'interroger. Je sais que tu as envie de pleurer. Tu portes une chemise noire. Et derrière toi, il n'y a rien. Un mur plutôt blanc, ou blanc crème, jaune cassé. C'était où? Qui prend cette photo? C'est comme une pause. Ce serait dans le studio d'un photographe pour un casting? C'est lui qui m'a demandé d'être triste. Ou bien j'ai pris mon visage le plus naturel possible, dans le calme, dans le silence de ce studio, et cela est venu. Un air désemparé, comme si j'attendais quelque chose ou quelqu'un qui ne vient jamais. Et j'étais épuisé peut-être. Mais je ne le laisse pas voir. Je tiens à manifester une endurance ou une patience. En fait, tel que je me vois toujours sur cette photo, tel que je peux être souvent, je m'aperçois un peu coupable aussi. Comme si je demandais pardon, comme si je voulais que l'on soit indulgent avec moi, qu'on me pardonne. Mais quoi? D'être triste, de vouloir toujours plus, de ne parvenir jamais à aimer quelqu'un totalement? J'étais le mauvais garçon, le mec irascible parfois. Ou bien je me laissais abattre, comme si un mauvais sort fût jeté contre moi. Par qui? Par personne. Le mauvais sort est en moi. Je suis de nature mélancolique. Je te regardais encore. J'aurais pu t'aimer. C'est comme si je me dédoublais parfois, et je finissais par devenir amoureux de mon image. J'aurais presque fini par vouloir devenir exactement comme lui le plus souvent possible. Un mec désemparé qui recherche l'amour. Dans la chambre, au mur anonyme, jaune paille. Que suis-je venu faire là? Me réfugier? Où est-ce? Quand? Comment? Tu ne pouvais pas parler puisque tu es sur une photo? J'aurais pu faire agrandir le visage du mec et le disposer en gros plan sur l'un des murs du loft. J'imagine. J'aurais pu aussi projeter une diapositive de ce visage, régulièrement, en permanence, sur le mur au fond, pour que ce lieu soit habité par quelqu'un. Ce qui m'envoûte quand je le regarde, c'est que le visage est net, il n'y a pas de rides encore. Je cherche sous les yeux, il n'y a aucun cerne. Les cheveux et la barbe sont noirs. Les lèvres me plaisent aussi. Elles sont refermées. Il n'y a pas de sourire. Mais tout exprimait une sorte de beauté douloureuse. J'aime bien. Encore une fois, l'image du Christ m'est revenue. C'est un mythe, une légende. J'aurais pu jouer Jésus. Le vrai Jésus. Celui de tous les jours. Celui qui souffre d'être mal aimé ou celui qui souffre de voir le mal d'amour. Le manque d'amour autour de lui. Alors que lui-même veut toujours aimer plus. Je n'étais pas naïf. J'étais plutôt sérieux. Sur la photo, on ne peut pas deviner si je suis gay, bisexuel ou hétérosexuel. Je peux tout faire. Finalement, sur cette photo,
Je cherche un homme, mon compagnon de vie, ou je veux être aimé par n'importe qui, ou n'importe quoi. Je cherchais une voie, de quoi donner, de quoi vivre. Et je ne trouvais pas. Je ne savais pas quoi faire de moi. Je m'ennuyais. Tout ce que je tentais ne me convenait plus au bout d'un moment. Je suis là avec cette chemise noire au col entrouvert. J'ai la poitrine velue. Je porte autour du cou une fine chaînette d'argent. Y avait-il un médaillon? Que représente-t-il? Une boussole? Un cœur? Le portrait de maman? Une encre marine? Un stylo? Quelque chose qui soit un objet fétiche et qui me représente. Un médaillon pour m'identifier. Et sur le verso du médaillon, il y a prénom et nom. François Arléa. Je porte encore la chaînette. J'ai perdu le médaillon. À quelle occasion? Où? Quand? Comment? Je ne sais plus. C'est maman qui m'a proposé cette chaînette. Quand? Pour ma première communion? Pour l'un de mes anniversaires? J'aimais maman. Elle me le rendait bien. Mais je ne peux pas épouser maman. Maman. Où es-tu maintenant? Pourquoi je n'étais plus avec toi? Nous fûmes séparés par les circonstances. J'aimais papa. Il me le rendait à sa manière. Je n'aime pas parler de ma famille. J'ai souvent voulu ignorer d'où je venais et pourquoi j'étais constitué de cette manière. Quand j'ai lu dernièrement le plus récent roman d'Édouard Louis, Qui a tué mon père, je faisais des rapprochements avec mon père à moi, avec ma famille. Nous étions des fils singuliers, des cas particuliers. Édouard et moi, nous venons de province. Nous sommes issus de milieux modestes. Et puis, il y a toujours secret, enfoui dans le silence et le masque. Dès l'adolescence, et même dès l'enfance, ce goût pour les hommes. Finalement, à ma manière, Édouard, avec sa manière à lui, nous n'avons pas l'homosexualité heureuse. Elle fut parfois heureuse. Au fond de moi, je cherchais le bonheur d'être comme j'étais. Et quand j'ai regardé à nouveau cette photo, comme si l'objet en soi m'attirait, ou m'appelait, j'ai cru voir dans le visage, non pas un sentiment d'horreur, ou une stupéfaction douloureuse, mais alors ce sentiment que quelque chose venait d'être irrémédiable. Comme si François s'apercevait à l'instant même que plus rien ne serait comme avant. Et actuellement, il avait commis la faute, l'irréparable. Et il se regardait dans le miroir finalement pour voir si son regard était imprégné de cet acte qu'il venait de commettre. Il avait honte de son geste. Il aurait voulu revenir en arrière, dans le temps avant. Il voulait voir s'il portait dans son regard alors des traces, des lueurs. Je n'ose y penser. Est-ce bien moi? Suis-je passé du côté de l'acte? La chambre paraissait tranquille. On ne voyait ni le lit, ni le canapé sur la photo. Comme si François avait été seul là, et rôdait peut-être depuis la salle de bain, jusqu'au coin cuisine,
puis revenait à la chambre. Et puis sur le lit, quelqu'un. Ou déjà sur ce tapis. Tu parais bouleversé. Tu as des pleurs dans les yeux. Tu as commis ce geste. Tu viens de tuer ton amant et François tergiverse. Est-il assuré de cette mort? Y a-t-il le cadavre là maintenant sur le tapis? Ou il est seulement blessé? Il agonise. Et François ne fera rien pour appeler des secours. Un médecin. Il a voulu refaire ses bagages. Il voulait quitter la ville. Il ne savait pas pourquoi il avait tué son amant. Pourquoi? Par pure violence. Pour le plaisir de pousser à bout un jeu qu'il aimait bien. Parce que l'autre l'avait vexé ou humilié. Un geste, un mauvais coup. L'autre était tombé par terre. François l'avait tiré sur le lit pour le soigner, pour l'aider à respirer. Puis l'autre s'était débattu encore, avait menacé de sonner pour appeler le standard de l'hôtel. François ne voulait rien entendre. Cela devait rester secret, enfoui, rien ne devait transparaître. Puis le corps est à nouveau sur le tapis. Mort. J'avais l'idée d'enrouler le cadavre dans le tapis, dira-t-il, comme si j'avais pu faire disparaître de telles traces. Je me voyais descendre l'ensemble par l'ascenseur comme un paquet encombrant, comme si je déménageais des objets d'artistes que j'avais dû empaqueter soigneusement pour les protéger par une toile épaisse de laine, comme si c'était des tableaux, un meuble. Dans le hall d'accueil de l'hôtel, je tirais ce paquet. J'avais appelé le taxi. Personne ne venait. Il pleuvait. Les rues d'Amsterdam sont mouillées. Je me revois sur les pavés humides. Des lampadaires illuminent le canal. Je me souviens. Il y a un air de manège qui joue encore dans la nuit, comme si là-bas, plus loin, la fête foraine suivait encore son cours nocturne. Et je tirais. Le paquet s'est défait. Le tapis me glissait d'entre les doigts. Je sais que je me suis relevé. Je regardais. Je voyais la rue là-bas, déserte. Personne ne venait. L'hôtel est là, encore illuminé. Des fenêtres ont les rideaux qui ne sont pas encore tirés. Le taxi n'arrivait pas. J'ai essayé de rappeler, puis je ne voulais plus qu'arrive le taxi. Je suis décidé. C'est dans le canal que je jetterai mon amant. Pourquoi hier soir j'ai monté ce tapis? Pourquoi? J'avais commis plusieurs meurtres. J'étais un récidiviste? Un tueur en série? Dans l'agitation, j'ai égaré mon téléphone portable. Je ne sais plus où il est. Je me suis souvenu que dans l'hôtel à Amsterdam, la même chose m'était arrivée. J'ai cherché sous le matelas, sous l'oreiller. L'engin avait peut-être glissé dans l'une de mes chaussures. Ou bien il était sous ce livre. Je sais là-bas, mais déjà cela est arrivé plusieurs fois, que j'ai demandé au groom l'accès au téléphone fixe qui était dans le couloir à l'étage. Et le jeune gars m'avait présenté le combiné. J'avais composé mon numéro. Et là, dans la chambre, à côté, mon portable sonnait. Je cherchais, je ne trouvais pas. La sonnerie était comme étouffée, bizarrement occultée. Puis je retrouve le portable sous mon blouson. Et je ne sais pas pourquoi j'aurais pu le déposer là, avant de me coucher. Quelqu'un a déplacé mon téléphone portable? Sur cette photo, François Arléa
se rend compte maintenant qu'il a massacré son amant pour une histoire sordide d'argent. Michael ne voulait pas payer ses dettes. François lui avait accordé un délai supplémentaire. Et son copain en avait profité pour acheter une nouvelle montre et pour jouer aux chevaux. Et il en avait plaisanté, comme si François pouvait bien accepter de n'être pas remboursé, ou plus tard, rien ne pressait. La désinvolture de Michael me dépassait parfois. Je l'aimais, je l'adorais. Il savait combien j'étais dépendant de lui, et il dépensait. On aurait dit qu'il voulait amener notre relation jusqu'au pire des points de rupture. Et chaque fois j'ai pardonné. J'ai payé. Je l'embrassais. Et Michael voyait combien il m'avait subjugué. Là est le cadavre. Sur le tapis rouge. Je suis au bord du canal. Je n'ai plus qu'un coup de pied à donner, et mon amant dévale dans l'eau. Il est mort déjà. Je l'aurais étranglé. Il y a une blessure aussi au ventre, comme si un instant j'avais pensé le poignarder, ou sur le torse. C'est lui qui s'était défendu avec ce couteau. C'est lui qui avait voulu jouer. Michael. Je ne sais pas son nom de famille. Je ne sais même pas si c'est son vrai prénom. Je l'ai rencontré à Amsterdam. Il avait un vélo, comme moi, et dans les parcs, au bord des canaux, nous avions roulé souvent. Il ne parlait pas de son passé. Je ne sais rien de lui, sinon qu'il aimait le voyage, les randonnées et les nuits chaudes. À Rome, tu ne vas pas me croire, il avait séduit un cardinal, l'un des secrétaires particuliers du pape. Et il me disait que dans le Vatican, il y a toujours des couloirs secrets, des escaliers dérobés, des chambres dont personne n'imagine l'existence, parce qu'elles sont camouflées, maintenues secrètes à l'aide de tableaux immenses de la Renaissance et de la période baroque. Un Michel-Ange, un Léonard de Vinci, un Botticelli, ou un Titian, un Raphaël, peuvent contribuer à la formation d'une alcôve où le cardinal recevait Michael. Le soir, quand la basilique n'admet plus les visiteurs, quand le pape lui-même est retiré dans ses appartements privés. Tu es donc un criminel, me suis-je dit. Tu aimes le sexe et le crime, l'érotisme sanglant. Tu aimes encore transgresser les tabous, dépasser les interdits. Puis j'aperçois le DVD. Il traîne là, par terre. Depuis combien de temps? La pochette du DVD. Et je n'arrive pas à me souvenir quel film j'ai regardé. Je sais qu'il y a Brad qui joue l'un des personnages. Il a 30 ans environ. Il porte la barbe. Il est beau, athlétique. Les expressions de son visage m'ont littéralement subjugué. Il sait faire la moue quand il doute de quelque chose, avec ce rien sur les lèvres qui frémissent sensuellement, comme si Brad était parfaitement conscient que quoi qu'il fasse, il doit déployer un érotisme, une sensualité. Ça crève l'écran. Brad, dans les actions les plus anodines, se meut avec l'art de la séduction. À l'hôpital, il attend des nouvelles de sa femme, assis sur un banc, dans un couloir, angoissé, avec ce pantalon de toile beige qui flotte sur ses jambes, et ce tricot blanc, une tenue de voyage. Puisqu'il est touriste, à ce moment dans les déserts d'Arabie, peut-être au Yémen. Et sa femme, alors qu'ils étaient assis tranquillement dans le bus au cours de la randonnée, est atteinte par une balle, tirée depuis les collines.
Soudain, la vitre du véhicule est brisée à hauteur de son épaule et Kate a mal. Brad lui défait le corsage et il y a la blessure au niveau de la clavicule. C'est rouge, le sang se répand. Toute l'étoffe blanche du corsage est rougie par le sang. J'aimais Brad. Chaque fois que je le voyais soudain, le film s'éclairait. L'action reprenait du sens pour moi. Si Brad est absent, je le cherche. Je me demande pourquoi le réalisateur ne l'utilise pas plus souvent. Il veille sa femme. Il est douloureusement atteint, comme si lui-même, presque, avait reçu cette balle. Et il en vient à aimer sa femme à nouveau. Alors que durant le voyage, justement, tous deux mettaient les choses au clair et finissaient même par entrevoir le divorce comme une possibilité. Brad me plaît et m'excite. Sur son visage, il y a le calme, la tranquillité, comme si presque sa personne me faisait penser à un bel ours qui soit bon, débonnaire. Brad ne cherche pas la guerre ou la dispute. Il est bon vivant. Il savoure. Ce voyage pour lui est l'occasion de séduire sa femme à nouveau, puisque c'est elle qui se plaint. Elle le trouve trop calme, trop indifférent ou paraissant distrait. Il ne parlait pas beaucoup de lui. Kate recherche une vie de couple plus intense, plus aventureuse peut-être. Brad s'était calmé avec ses 2 enfants. Paisiblement avec Kate, il représentait le jeune couple américain, la bonne famille. Et Kate veut le faire parler pour qu'il dise ce qui s'est passé. Pourquoi elle le ressent moins amoureux et silencieux? Brad n'éprouvait pas le besoin de s'expliquer. Il promène son allure nonchalante. Il jouit des événements de la vie. Mais ce n'est pas un conquérant ou un fiévreux. Sur son visage, je lis la désinvolture. Une extrême sensibilité qui ne veut pas faire l'effort de se développer. Brad ressent les choses, les savoure ou bien il en souffre. Mais dans ce film, il ne s'adonne pas à de longs discours. C'est un taiseux. Un gars sympathique, beau et calme. Amoureux de sa femme, encore. Elle voudrait le connaître plus. Elle ne comprend pas pourquoi, parfois, Brad restait là, dans le bus, sans parler, sans dire la moindre impression, et soudain, ce coup de feu. L'amour est un art difficile. Je suis là. D'autres DVD jonchent le sol, puisque je suis revenu de la boutique avec 5 ou 6 DVD de Brad Pitt. La fille qui m'a conseillé était jolie, affable. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle aussi s'intéresse beaucoup à moi. Elle m'a choisi à mesure les meilleurs films de Brad. Du moins, ceux qu'elle avait en boutique. Et nous parlions. Je me sentais enthousiasmé. Je partageais ma passion pour le cinéma avec une jolie vendeuse. Elle me souriait. Je lui souris. Je tente d'établir une liaison singulière avec elle. Je sais qu'elle a parfaitement vu que j'ai comme entrepris de la séduire. Elle m'a ressenti excité par elle. Elle m'appréciait. Elle aimait bien que je lui parle. A-t-elle envisagé qu'on pourrait tous les deux se retrouver en ville après son travail? À la fermeture de son magasin? Je peux t'attendre. Je vais boire un verre au Novelty. Je serai sur la terrasse extérieure. À quelle heure? 19h? Dit-elle. Je ne suis pas sûr. Pourquoi?
Je ne suis pas sûr. A-t-elle voulu dire que je ne lui plaisais pas intensément? Elle a peur. Elle se demande ce que je cherche. Un plan. Une histoire d'amour. Et pourquoi cette passion subite pour Brad Pitt? M'avait-elle demandé. Pourquoi ça? Parce que je l'aime, ai-je dit. Toi? Non? Il te ressemble, dit-elle. Tu lui ressembles. Et ainsi de brèves conversations s'étaient échangées durant les 20 minutes où je suis resté dans la boutique. Lisa recherchait toujours avec une agilité extrême ce qu'elle pouvait bien encore avoir de film avec Brad Pitt. De ses mains rapides, elle ôtait un DVD de la masse des autres rangés serrés à la verticale, plus ou moins par ordre alphabétique. Elle relisait promptement le résumé au verso du coffret, puis me tendait le trésor, disant « Celui-là aussi. Je les aime tous. » Brad est épatant. Là, il jouait le rôle d'un trader. Ici, il a été corsaire, puis le voilà au Tibet. Lisa a les cheveux châtains, ou blonds, plutôt longs, des yeux bleus, une silhouette fine, pas très grande. Elle porte un corsage d'étoffe blanche, légèrement boursouflé, à manches courtes, une jupe ample, bleue. La peau de son visage est blanche. Elle a sans doute des pendants d'oreilles, plutôt discrets, courts ou ronds. Sa voix est animée. Lisa aime parler, convaincre. Elle a senti que j'étais un amateur. Je lui ai dit que je n'étais pas un fan de cinéma, mais qu'en ce moment je m'intéressais à Brad Pitt parce que j'avais acheté par hasard, dans une brocante, une biographie en ce qui concerne les premières années de Brad comme comédien. Et j'avais sorti le bouquin de mon sac pour indiquer à Lisa d'autres films encore de Brad qu'elle aurait pu chercher dans les rayons. Et Lisa s'est extasiée. « Donc tu emportes le livre avec toi aussi ?» Ou même, avait-elle dit, « Et il emporte même le bouquin avec soi !» Comme si elle avait voulu indiquer à son patron qui rangeait discrètement d'autres DVD à 5 ou 6 mètres de nous qu'elle avait affaire là à un vrai fan de cinéma, à un gars très organisé. Et me regardant, Lisa semblait stupéfaite. J'ai senti que son sourire était joyeux, comme si je représentais pour elle un passionné, un méthodique, un gars singulier qui se préparait à ses achats et ne laissait rien au hasard, d'un air de dire « Tu es drôlement épatant ». Et j'ai ressenti aussi dans la gaieté de sa remarque un amusement, comme si elle me considérait comme un enfant qui a préparé son coup et veut tel jouet et pas tel autre, a prévu déjà toutes les questions qu'il poserait une fois arrivé dans le magasin de vente. Lisa m'a regardé admirativement. J'ai cette sensation de l'avoir réjoui et d'avoir déjà conquis une part du terrain dans l'art de la séduction. Sans l'avoir voulu expressément, je paraissais à Lisa tel que j'étais, acharné dans une passion. Rien ne m'aurait fait dévier. Jamais je ne serais ressorti de la boutique sans un film de Brad Pitt. Lisa avait ressenti une boulimie qui s'emparait de moi quand je voulais me passionner pour une chose ou pour quelqu'un. Et puis je me suis revu coupable à nouveau, pour des raisons différentes. J'ai pensé à toi. Je t'avais totalement oublié.
fais-tu à l'heure actuelle? Tu as trouvé quelqu'un? Tu aimes quelqu'un? Cher Nino, un de ces jours, nous allons nous revoir. J'attendais de tes nouvelles. Tu me manques énormément. Parfois, quand je repasse dans les jardins en bas, je me souvenais soudain de toi. C'est comme si je ressentais ta présence. Parce que tu m'as bien aidé quand j'ai voulu élargir le sentier qui mène à l'immeuble. Tu n'as pas ménagé tes efforts et ton astuce. Tu me manques. Tu es mignon, agile. Quand tu me souris, je suis enchanté. C'est à moi que tu t'adresses. Et comme j'avais pensé que peut-être tu pouvais m'en vouloir, ou du moins t'ennuyer avec moi, parce que je ne suis pas le copain idéal, ton sourire qui est venu se dessiner sur ton visage, dur parfois, ou mélancolique, ou désemparé, et qui s'adresse à moi, me surprend. J'adore. Tu étais tellement beau quand tes yeux s'illuminent d'une possible joie. Et tu me regardes parce que je t'ai flatté, je t'ai encouragé, je t'ai dit une fois de plus que tu étais beau. Tu n'as pas accumulé beaucoup de preuves de ton savoir-faire, de ton savoir-vivre. Détrompe-toi, Nino. Tu as su quitter ta famille. Ton père qui te battait ou t'insultait, te méprisait parce que tu es gay. Ta mère qui t'aime bien, mais depuis, elle a eu 2 autres enfants avec un autre homme. Et elle te délaisse. De moins, tu ne veux pas l'accabler. Tu ne voulais plus être à charge pour elle. Et tu quittes Bordeaux. Je suis là, en bas dans la verdure, et je te devine. Si tu surgissais maintenant, tu viens, tu passes me dire bonjour. Tu portes un nouveau pantalon. C'est un Bermuda? J'adore tes jambes poilues. Et tu te faufilais à travers la broussaille. Tu coupais net les branches, tu les amenais pour faire un tas. Je te regardais. J'ai un petit ami avec moi qui m'aide à déblayer. Nos voisins ne sont pas délicats, ne prennent pas le temps de voir. Ils arpentent le terrain qui se rétrécissait à vue d'œil, mais aucun n'aurait eu l'idée de couper des branches, d'élaguer. Nous deux sommes les jardiniers du domaine. Cet été tu viendras. Il fera chaud. Je t'offrirai à boire. J'aime quand tu te sens légèrement fatigué. Je t'ai proposé de nous mettre à l'ombre. Je t'embrasse. J'aime te toucher et te caresser. Parfois je suis là. J'imagine que bientôt nous allons faire l'amour et je te comblerai de caresses et de câlins. Parfois, je t'ai déjà dit, j'aimerais mieux une virulence entre nous, ou bien une grossièreté, une vulgarité, ou bien une brutalité. Mais ton fin museau de renard me pousse à la délicatesse. Je n'ose pas te secouer. J'aimerais abuser de toi, te forcer à des choses. Je me voudrais souverain avec toi, comme un maître. Et tu serais doux, mignon, obéissant et servile parfois, très docile. Tu te rebelles?
tu ne veux pas de choses violentes entre nous. Que viens-tu chercher chez moi? Vraiment, dis-moi. Je ne serai pas vexé. Tu pourrais me blesser, mais je sais que tu prends des précautions. Tu me sais susceptible ou fragile. Tu me ménages. Quand viens-tu? Je t'aperçois dans les jardins en bas. Je me dis, Nino serait là, mon ami. Je serais le plus heureux des hommes. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas suffire à combler mon attente du bonheur. Tu étais une rencontre, une liaison éphémère. Pourquoi pas maintenant? Je t'apercevais. Tu arrivais à pied. Tu regardais d'en bas pour voir si j'étais là. Tu te demandais ce que je faisais. Tu pourrais rester la nuit? Tu as semblé hésiter. Tu allais te retourner. Tu as pensé que je n'étais pas là? Tu regardes encore? Comme si tu voulais que je vienne me présenter pour te faire signe de monter. Tu veux que je descende? Qu'as-tu à me dire de si loin? Approche! Monte! Il y a la rivière avec le pont, le tas des branches que nous avons accumulées la fois dernière. J'aperçois vaguement par terre un objet. Un chiffon. Une enveloppe. Un papier d'emballage. J'ai cherché à voir mon vélo. Je ne l'apercevais pas. Où l'avais-je mis cette fois? Je l'avais monté jusqu'ici? Dans le loft? Tu avais tes habitudes. J'aimais bien. Tu serais là, dans ce fauteuil, ou sur ce lit, ou bien sur le tapis. Tu vois, Nino? Je sais que je vais t'effrayer. Je n'aimerais pas que tu aies peur de moi. Si tu savais tout le bien que je te veux, que je souhaite pour toi, mais l'image est là, ou l'intention, soit-elle imaginaire. Je te voyais sur le tapis, tout nu. À côté de toi, il y a tes vêtements, ton téléphone portable, un trousseau de clés, tes chaussures blanches, toutes propres comme tu les aimes, avec de beaux lacets bleus. J'étais là, debout, j'allais me pencher pour t'embrasser. J'imagine pour te serrer dans mes bras. Et puis, Nino, n'aie pas peur. Je t'accepte comme tu es, comme tu veux être avec moi. Je prends ce que tu me donnes. Je me suis souvent dit que j'avais de la chance de connaître un garçon comme toi. Beau et gentil, doux, câlin. Je t'en prie, n'aie pas peur, je ne ferai rien d'autre que ce que tu acceptes. Je prends ce que tu me donnes. Je ne te demande pas l'impossible. Que veux-tu dire? Me demande Nino, comme s'il avait pressenti un reproche dans ma voix, ou dans l'usage de mes mots, comme s'il pressentait une menace possible ou une intention de ma part que je n'aurais pas encore totalement avouée. Nino est intuitif. Parfois, il ne demande pas confirmation de ce qu'il a pressenti venant de moi. Il sait trop bien. Ou bien, il préfère que certaines choses entre nous restent tacites. L'immeuble où la pancarte à l'entrée indique
concessionnaire Peugeot, avait un hall au bas de l'escalier où traînaient maintenant diverses choses. Des fauteuils en rotin étaient mêlés à d'autres tapis. Des bicyclettes rangées contre le mur indiquaient que plusieurs personnes dorénavant squattaient dans les étages. François Arléa s'est toujours voulu discret et avait négligé jusque-là cette présence furtive d'éventuels voisins. Il se savait observé? Sans doute. Mais le peu de bruit que lui-même produisait, ses sorties rares ou discrètes lui ont fait penser qu'il restait pour la plupart inconnu. Dans les couloirs, parfois une ombre est passée. Une poussette d'enfant est menée par un papa qui ramène l'enfant au logis. Des chats s'étaient amusés à venir faire le guet, soupçonnant des détritus dans ces mêmes couloirs, des sacs poubelles qu'on n'avait pas encore évacués, des miettes de brioche et quignons de pain. Quelques chiens servaient de compagnons aux personnes patibulaires. Elle les menait en laisse, leur parlait dans ces mêmes couloirs comme si l'animal et la personne avaient convenu un pacte d'amitié ou d'amour. Les petits chiens, d'allure minuscule, ont toujours attiré l'attention de François. Non pas qu'il les enviait ou les adorait, mais au contraire pour se moquer d'eux et de leur nanisme. Il trouvait là que l'animal dégageait quelque chose de malsain ou d'artificiel. Comme si le mélange des races, les croisements excessifs par le fait de certains vétérinaires, avaient produit des espèces difformes aux pattes menues, semblables à des allumettes. Les crânes étaient réduits à des expressions de visage plutôt laides, comme ces têtes d'ennemis blancs qu'auraient empaillées ou réduites les givarots. Et ces bêtes étaient hargneuses, se mettaient soudain à vociférer, comme si on leur avait marché sur le pied, comme si leur maîtresse ou leur maître n'avait pas voulu accéder à l'une de leurs exigences. L'électricité parfois était présente. On avait raccordé quelques câbles. Parfois la panne en alimentation s'imposait. Quelques-uns des squatteurs étaient aperçus sur les vieux balcons et s'interrogeaient à distance pour savoir si le courant passait ou non dans d'autres appartements. Puis le soir, on voyait des lampes à gaz et des bougies dont les lueurs flottaient au travers de ces fenêtres sans rideaux, le plus souvent. C'était une pauvreté agencée, une misère organisée. À quelques 2 kilomètres du centre-ville, on pouvait voir là une espèce de favela. La végétation abondante couvrait la zone. Peu d'étrangers s'y aventuraient. François a surpris quelques fonctionnaires des aides sociales, quelques policiers aussi survinrent pour s'apercevoir que le terrain était insalubre, sans trop d'incidents, comme si les voyous n'avaient pas trouvé dans les prés d'arène prétexte à la combine et au commerce. Ce fut une zone délaissée. Y viennent les marginaux, les fous, les fantaisistes. Quelques voitures stationnent aux alentours de l'immeuble. Parfois le dimanche, des hommes s'affairent pour réparer un moteur, refaire les fixations des portières ou changer un pare-brise cassé. Parfois, François est venu rôder dans les parages par curiosité, pour voir. En matière de véhicules et de moteurs, il était loin d'être spécialisé. Les machines intéressaient peu François. Il s'en servait. Il ne s'était que rarement soucié de comprendre comment elles fonctionnaient. Il avait son permis de conduire, mais depuis cet accident au bord de la mer, il ne conduisait plus. Ensuite, les frais que cela aurait occasionnés pour l'entretien et l'essence étaient excessifs pour lui. Il roula à vélo. Il s'habitua au tram. Il rôdait,
Il avait pensé un moment changer de squat. Là-bas, du côté de la rivière, il y avait un mas délabré. La toiture effondrée, en partie. Le goût pour les choses anciennes et cette passion soudaine que pouvait éprouver François pour le rustique ou la ruine l'avaient arrêté un moment. Il est là, à l'intérieur du mas. Il regarde. Observe. Des tuiles en vrac sont encore récupérables sur quelques chantiers. La surface habitable représente environ 30 mètres carrés. Il y a 2 fenêtres. L'une donnait sur la rivière, l'autre sur le terrain vague. Des iris ont été plantés autour du tronc du tilleul. François, déjà, imaginait le jardin personnel qu'il pourrait aménager à proximité. Il a aperçu une vieille balançoire qui pendait vétuste. La nacelle est rouillée à l'une des branches de ce même tilleul. Puis, il était revenu par le sentier que lui et Nino avaient élargi. Il marchait lentement, mais déjà il était résolu à rester dans l'immeuble concessionnaire Peugeot. Le loft était autrement mystérieux et accueillant. Parfois François s'était senti là, comme sur une scène. Du moins, la surface au sol était grande, les plafonds hauts, et rien n'empêchait François d'agrandir encore l'espace. De vieilles cloisons pouvaient être démontées. Jusque-là, cette partie de l'immeuble était plutôt restée inconnue et non fréquentée. Comme il arrive sur certains paquebots où des soutes persistent dans l'obscurité. On a oublié leurs entrées et sorties. Et des passerelles autrefois utilisées pour le déplacement des marchandises ou pour les accès à d'autres parties du bâtiment sont encore là, suspendues dans l'espace. Éphémères. Alambiquées. François aimait se perdre dans ces sortes de labyrinthes. Il y rêvait. Il se voyait y résider, y jouer. L'organisation de l'espace pour ses diverses activités le régalait. Il aimait spécialiser une zone pour l'écoute, de la musique, une autre pour lire, il est vrai, d'autres encore pour songer, ou balader, ou cuisiner. Durant les jours sombres ou ensoleillés, durant les nuits qui paraissent si longues, François déambulait dans les lieux qu'il avait voulu privilégier. Et il ne s'était jamais accommodé d'un mode de vie trop régulier ou trop restreint. Il s'était déplacé ainsi, dans ses résidences, comme on vogue dans un imaginaire à soi, préservé, hors des contraintes d'un réel devenu fastidieux.